Cela s'est passé il y a une semaine lorsque j'ai quitté ma chambre vers 7h30 pour prendre mes médicaments. J'ai entendu quelqu'un dans le frigo et j'ai pensé que c'était ma mère qui cherchait quelque chose. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il portait une veste noire et un jean. Au début, je n'étais pas du tout inquiet. J'ai supposé qu'il était un ami de mon frère et que mon frère était dehors pour une raison quelconque. L'homme ne semblait pas me remarquer, alors qu'il continuait à fouiller dans le frigo. Il semblait très à l'aise dans notre maison, prenant une pizza froide de 2 jours dans notre frigo. Cela m'a confirmé qu'il était un ami de mon frère. Alors que je prenais mes médicaments, je lui ai parlé et il m'a dit qu'il cherchait de la sauce ranch. Il regardait dans le frigo, mais notre bouteille de ranch était neuve et non ouverte, donc elle était dans le placard. Je l'ai prise pour lui. J'ai vu qu'il avait 2 tranches de pizza et la bouteille de ranch, mais pas d'assiette. Alors, je lui ai pris une assiette en papier. Juste à ce moment-là, ma mère est descendue et m'a demandé qui était ce type. Alors, j'ai dit en plaisantant, « Eh bien, c'est probablement un ami de Benjamin. » L'homme a répondu nonchalamment, « Non, je ne le suis pas. J'ai juste vu votre porte d'entrée ouverte, alors je suis entré pour trouver de la nourriture. » J'ai dit, « Attends, tu n'es pas un ami de Benjamin? » À ce moment-là, je commençais à paniquer, reculant un peu tandis qu'il confirmait qu'il ne connaissait effectivement pas mon frère. Peu de temps après, mon beau-père est descendu aussi. J'étais vraiment effrayé à ce moment-là et j'ai détourné le regard, reculant lentement. Maman et beau-papa lui ont fermement dit de partir et il est parti. Après son départ, j'ai remarqué qu'il avait laissé un sac à dos derrière lui. Beau-papa le fouille et trouve la carte d'identité de l'homme et beaucoup de cartes, toutes à son nom. Rien avec une photo d'identité, mais tout avait le même nom, donc c'était probablement le sien. Maman appelle d'abord mon frère pour lui demander s'il connaissait l'homme, mais il ne le connaissait pas. Ensuite, maman appelle la ligne de police non urgente pour signaler ce qui s'est passé. La police vient, nous demande des détails, et j'explique tout puisque j'étais celui qui avait parlé à l'homme. La police nous demande si nous voulons porter plainte, mais nous décidons de ne pas le faire, parce qu'il est clair que l'homme a des problèmes. Nous voulons juste nous assurer qu'il reçoit de l'aide et qu'il ne s'introduit plus chez quelqu'un d'autre. La police retrouve l'homme et lui rend son sac à dos. Nous disons à nouveau à la police que nous ne voulons pas porter plainte. Ils nous disent que l'homme a récemment perdu sa maison pour une raison inconnue et il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit précédente. Maman pense qu'il était peut-être sous l'influence de quelque chose et qu'il en descendait. C'est pourquoi il avait faim. Elle ne veut pas qu'il aille en prison, car cela empirerait les choses pour lui. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à secouer le malaise qui s'était installé profondément en moi. La maison semblait différente, plus froide, comme si l'homme avait laissé une partie de lui-même derrière lui. Je me suis retourné dans mon lit. L'image de son comportement calme, alors qu'il fouillait dans notre frigo, se répétant sans cesse dans mon esprit. Quelque chose dans son nonchalance ne me semblait pas normal. Vers minuit, j'ai entendu un léger bruit de froissement venant du rez-de-chaussée. Mon cœur battait à tout rompre alors que je sortais lentement du lit et me glissais dans le couloir. Le bruit devenait plus fort, plus distinct. Quelqu'un était définitivement dans la maison. Mon esprit est revenu à l'homme de ce matin-là et une terreur s'est emparée de moi. J'ai atteint le haut des escaliers et j'ai jeté un coup d'œil dans le salon faiblement éclairé. Il était là, le même homme, debout devant le frigo. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ses mouvements étaient erratiques, frénétiques, et il marmonnait pour lui-même. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge alors que je le regardais sortir la même pizza vieille de 2 jours et la sauce ranch. Il s'est retourné soudainement et ses yeux ont croisé les miens. Ils n'étaient plus les yeux calmes et confus que j'avais vus plus tôt. Ils étaient sauvages, désespérés, remplis d'une faim qui allait au-delà du besoin de nourriture. Il a commencé à se diriger vers les escaliers et j'ai couru de retour dans ma chambre, claquant la porte et la verrouillant. J'ai attrapé mon téléphone et composé le 911, mes mains tremblant de façon incontrôlable. J'ai chuchoté dans le téléphone, expliquant que l'homme de ce matin était de retour et dans notre maison à nouveau.
L'opératrice m'a assuré que des agents étaient en route, mais cela m'a semblé une éternité avant d'entendre le son des sirènes au loin. Des pas résonnaient dans le couloir devant ma porte et je retenais mon souffle, priant pour que l'homme ne tente pas d'entrer. Soudain, il y a eu un grand bruit contre la porte et j'ai poussé un cri. Les pas se sont retirés. Et quelques instants plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée éclater lorsque la police est entrée dans la maison. Ils ont trouvé l'homme dans le salon, serrant contre lui le sac à dos qu'il avait laissé plus tôt. Ses yeux étaient vitreux et il marmonnait de manière incohérente. Les agents l'ont maîtrisé et l'ont conduit hors de la maison, mais le sentiment de malaise persistait. Le lendemain matin, la police nous a recontactés. Ils avaient découvert plus de choses sur l'homme. Il s'appelait David et il avait été signalé disparu d'une ville voisine quelques semaines plus tôt. Sa famille le recherchait frénétiquement, mais il avait disparu sans laisser de traces. Ils étaient soulagés de savoir qu'il était vivant, mais choqués d'apprendre ce qui s'était passé. Alors que nous essayions de reconstituer les événements des 2 derniers jours, une réalisation glaçante nous est venue à l'esprit. La police avait trouvé un petit compartiment caché dans le sac à dos de David. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets qui ne lui appartenaient pas, de petits bibelots, des photos et des vêtements. Parmi eux se trouvait une photographie de notre maison, prise de l'extérieur, avec une note griffonnée au dos. Ce soir. Nous n'avons jamais découvert quelles étaient les véritables intentions de David, ni pourquoi il s'était fixé sur notre maison. Le sentiment de violation et de peur ne nous a jamais vraiment quittés. Nous avons changé les serrures, installé un système de sécurité et veillé à toujours garder les portes et fenêtres fermées à clé. Mais chaque nuit, alors que je suis allongé dans mon lit, je ne peux m'empêcher de sentir que quelque part là-bas, David nous regarde toujours, attendant le bon moment pour revenir. Je travaillais comme livreur de pizza pour une pizzeria au Cap, en Afrique du Sud, pour gagner de l'argent supplémentaire pendant mes études universitaires. Il y avait une maison où je livrais des pizzas presque tous les jours, qui se trouvait très près de l'endroit droit où je vivais à cette époque. Il n'y avait rien de particulièrement inhabituel à propos de cet endroit, sauf le fait que la personne qui recevait souvent la pizza mettait un certain temps à venir à la porte. Au lieu de déverrouiller le portail, elle me demandait toujours de passer la pizza à travers celui-ci, ce qui était un peu inhabituel. Puis, une nuit calme, j'ai reçu un appel pour livrer des pizzas à cette maison. Cette fois-ci, une femme que je n'avais jamais vue auparavant à cette maison a ouvert la porte et m'a invité à entrer. Il n'est pas inhabituel d'être invité par les clients, donc je n'y ai pas trop réfléchi. Elle m'a conduit dans un long couloir jusqu'à la cuisine et m'a demandé de laisser les pizzas là-bas. Elle a marché avec moi tout le long et tout semblait toujours normal. Le couloir débouchait sur une grande pièce qui combinait une salle à manger et un salon. La cuisine était à gauche, derrière une porte. En traversant la salle à manger et le salon, quelque chose a attiré mon attention et cela m'est resté en mémoire depuis. Il y avait un vieux fauteuil de dentiste avec quelqu'un allongé dessus. Il était couvert d'un drap qui le recouvrait entièrement, sauf la tête et les pieds. Je ne pouvais pas voir s'il respirait ou non. La dame qui avait ouvert la porte était toujours juste derrière moi et ne disait pas un mot. Nous sommes entrés dans la cuisine et elle m'a payé les pizzas là-bas. À ce moment-là, je me sentais vraiment mal à l'aise, incertain si la dame pourrait essayer de me faire du mal ou si quelqu'un d'autre pourrait surgir pour me faire peur. Alors j'ai fait de mon mieux pour rester silencieux, calme et prêt à me défendre ou à faire face à ce qui se passait. J'ai marché de retour vers la porte d'entrée, m'assurant que je n'avais pas imaginé ce que j'avais vu. La dame est restée derrière moi tout le temps. Elle a fermé la porte après moi sans dire un mot. Même maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui se passait dans cette maison. Cela aurait pu être une blague, mais je ne le pense pas. Le fauteuil de dentiste me laisse toujours perplexe. Je n'ai rien remarqué d'autre de bizarre qui aurait pu suggérer que les habitants de la maison collectionnaient des objets étranges. Après avoir conduit pendant environ 15 minutes et m'être assuré que personne ne me suivait, j'ai appelé la police. Mais ils ont mis trop de temps à arriver.
Quand ils ont finalement pénétré dans la maison, tout ce qu'ils ont trouvé était le fauteuil de dentiste. Plus tard, ils ont découvert que le propriétaire de la maison avait disparu depuis quelques années et que quelqu'un d'autre y vivait. Cependant, la police n'a toujours pas découvert qui ils étaient ni ce qu'ils faisaient là. L'affaire reste ouverte et aucune découverte significative n'a été faite. Après cette nuit, j'ai quitté mon emploi de livreur de pizza. Mais de temps en temps, je me souviens encore à quel point j'étais proche d'être potentiellement leur prochaine victime. Je suis une femme et cela s'est produit l'année dernière, alors que j'avais environ 24 ans. À cette époque, j'occupais tout le rez-de-chaussée à moi seul. Je gérais une boîte de nuit située à quelques pâtés de maison et je rentrais habituellement chez moi vers 4 heures du matin. Un soir, après avoir terminé un quart de travail de 12 heures, j'étais épuisé et affamé. Alors j'ai décidé de commander de la nourriture. J'ai pris mon téléphone, passé la commande, puis mis un film et attendu. Finalement, j'ai entendu la sonnette retentir. Comme j'étais seul et qu'il était tard, j'ai attendu de recevoir la photo envoyée par l'application de livraison pour m'assurer que ma nourriture était bien à la porte. De cette façon, je n'avais pas besoin de parler au livreur. Après environ 3 à 5 minutes, j'ai vu la photo de ma nourriture sur le seuil et j'ai décidé d'aller la récupérer. Ma chambre avait 5 grandes fenêtres qui me donnaient une vue complète du chemin le long de la maison, de la rue principale devant, de la zone des poubelles et de la zone juste devant notre porte. Donc, je pouvais clairement voir que le livreur était toujours dehors et maintenant il m'envoyait des SMS pour que je sorte chercher ma nourriture. Je lui ai dit qu'il avait laissé la nourriture à un endroit parfait et que je sortirais sous peu pour la récupérer. Ensuite, j'ai attendu qu'il parte, car je ne voulais pas sortir en pyjama pour chercher ma nourriture et voir quelqu'un après avoir travaillé toute la nuit. Cependant, pour une raison quelconque, il ne partait pas. Il continuait de m'envoyer des SMS pour que je sorte et maintenant, je pouvais l'entendre parler à un autre homme. De ma fenêtre, je ne pouvais voir personne d'autre qui pourrait être là. La nourriture sur la photo était juste contre ma porte, mais je pouvais le voir la pousser sur le côté. Donc, je devais sortir et contourner un petit coin pour la récupérer. Je continuais de lui envoyer des SMS, disant que la nourriture était à un endroit parfait et que je sortirais sous peu. Mais soudainement, il a commencé à frapper à ma porte d'entrée, tout en parlant parfois à l'autre homme. Ma nourriture était maintenant plus éloignée de la porte. Il ne cessait de frapper et de me dire de sortir. Finalement, je lui ai dit que j'avais choisi la livraison sans contact. Après avoir vu qu'il avait lu mon message sur l'application, il a remis ma nourriture devant la porte et est parti par l'arrière. Il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation. J'ai attendu environ 15 minutes jusqu'à ce que je ne puisse voir ou entendre personne. Puis, j'ai ouvert la porte et pris ma nourriture. Toute cette affaire a duré environ 1 heure, donc ma nourriture était froide à ce moment-là. Je l'ai réchauffée au micro-ondes et mangée, mais mon cœur battait la chamade toute la nuit. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais je peux clairement dire qu'elles ne devaient pas être bonnes. Le lendemain, je l'ai signalé, mais je n'ai reçu aucun retour de leur part. Quand j'étais en première année à l'université, je fréquentais une école dans une ville animée et résidais dans un dortoir là-bas. Trouver une place de parking était un défi, car nous devions trouver des places dans la rue et payer le parc-mètre toutes les quelques heures. Par conséquent, j'ai décidé de garer ma voiture dans le complexe d'appartements de mon oncle, dans la ville de banlieue où j'ai grandi. Je garais ma voiture chez lui et prenais un bus pour le centre-ville jusqu'à mon école. Le week-end, si j'avais besoin de ma voiture, je prenais le bus jusqu'au centre de transit près de chez lui et marchais jusqu'à ma voiture. Un soir de week-end pluvieux, je suis allé récupérer ma voiture. Les lampadaires vacillaient alors que je me dirigeais vers le centre de transit, la pluie tombant doucement et créant un rythme régulier sur le trottoir. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai remarqué un homme plus âgé, courbé sous un parapluie usé. Il semblait assez inoffensif, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention.
Lorsque le bus est enfin arrivé, nous sommes montés tous les deux et j'ai trouvé une place près du fond. Le trajet s'est déroulé sans incident, le bus étant presque vide à l'exception de quelques passagers éparpillés. Quand nous avons atteint le centre de transit près de l'appartement de mon oncle, je suis descendu et j'ai commencé la courte marche vers ma voiture. En marchant, j'ai entendu des pas derrière moi. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu le même homme de l'arrêt de bus, son parapluie maintenant fermé et dégoulinant d'eau. Il marchait à mon rythme et un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. J'ai accéléré le pas, mais lui aussi. Lorsque j'ai atteint ma voiture, j'ai tâtonné avec mes clés, essayant de déverrouiller la porte aussi vite que possible. L'homme se rapprochait, ses pas résonnant de manière sinistre dans la nuit silencieuse. Juste au moment où j'ai réussi à déverrouiller la porte de ma voiture, il m'a interpellé. « Hey, pouvez-vous m'aider? Je pense que j'ai perdu quelque chose dans le bus, dit-il, sa voix rauque et désespérée. Je me suis arrêté, mon instinct me criant de monter dans la voiture et de partir. Mais il semblait vraiment en détresse. Alors j'ai hésité, demandant « Qu'avez-vous perdu ?»« Mon portefeuille, » répondit-il en s'approchant. « J'en ai vraiment besoin. Pouvez-vous vérifier l'horaire du bus pour moi? » Me sentant mal à l'aise, mais ne voulant pas être impoli, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'horaire. En le faisant, il s'est encore rapproché et j'ai aperçu quelque chose de métallique dans sa main. Un couteau. Mon cœur battait à tout rompre en réalisant le danger. Sans réfléchir, j'ai contourné la voiture pour la mettre entre nous. « Reculez !» ai-je crié, ma voix tremblante. L'expression de l'homme a changé de désespérée à menaçante. « Donne-moi simplement tes clés et personne ne sera blessé », a-t-il sifflé. Je n'ai pas attendu pour voir ce qui allait se passer. J'ai couru aussi vite que j'ai pu vers le centre de transit, mon souffle devenant irrégulier. Je l'entendais jurer et me poursuivre, mais je ne me suis pas retourné. Le centre de transit était bien éclairé et j'ai aperçu un agent de sécurité près de l'entrée. « À l'aide! Cet homme a un couteau !» ai-je crié. Le garde s'est immédiatement précipité, courant vers nous. L'homme, voyant le garde approcher, s'est retourné et s'est enfui dans l'obscurité. Je me suis effondré au sol, secoué mais soulagé d'être en sécurité. La police a été appelée et j'ai donné une description de l'homme. Ils ont fouillé la zone, mais ne l'ont pas trouvé. L'expérience m'a laissé bouleversé et j'ai réalisé à quel point la situation aurait pu être dangereuse si je n'avais pas suivi mon instinct. Depuis ce jour, j'ai toujours veillé à être conscient de mon environnement et à faire confiance à mes intuitions. C'était une leçon apprise de manière difficile, mais une leçon qui m'a gardé en sécurité depuis.